j'ai d'autres projets, ou je ne suis pas là. Point barre ligne. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout le reste risque d'être des ouvertures ou des portes vers des justifications. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? D'accord. Aussi, par rapport à ceci, donc avant de passer à la question du don, est-ce qu'il y a des réactions ou d'autres questions? Oui. Donc, je voudrais savoir, donc, dans l'attitude de la culpabilité, qu'est-ce qui peut, dans une personnalité, générer ce type d'attitude générale, la tendance à la culpabilité? Il y a probablement plusieurs causes. Oui. Mais c'est peut-être long. Oui, oui, c'est sûr. Cette tendance, je dirais cette fragilité, cette faille, pourrait-on dire, cette tendance à culpabiliser, elle est assez fréquente. Mais moi, j'observe quand même qu'elle est, vous me direz si vous observez la même chose, qu'elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Et chez les femmes, ça c'est une question auquel je n'ai pas de réponse. C'est une question que je me pose depuis longtemps et sur laquelle je n'ai jamais lu dans la littérature véritablement une réponse suffisante. Il y a, en tout cas, oui, suffisante. Il y a des hypothèses. Bon, je veux dire, la culpabilité, en fait, c'est ce que j'appelle le mystère de la culpabilité féminine. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas ça chez les hommes aussi, et on va en parler. Mais chez les femmes, c'est presque une seconde nature. Et je suppose que ça doit avoir un lien, je dirais, avec la fonction maternelle. C'est-à-dire que la mère se sent responsable, se sent prématurément responsable de l'enfant qu'elle porte, bien entendu, hein, et puis, je dirais, les premiers moments de la vie extra-utérine, mais effectivement, la question, c'est pourquoi cette responsabilité, qui est une responsabilité réelle, les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à leur majorité, c'est clair, mais pourquoi bascule-t-elle si facilement, encore une fois, dans autre chose qui est la culpabilité, hein? Se sentir responsable est une chose, se sentir coupable est autre chose. Alors, évidemment, la théorie, notamment psychanalytique par rapport à cela, c'est en fait qu'il y a eu, bon, évidemment, si on cause de psychanalyse, bon, on risque de jargonner un petit peu, mais il y aurait eu un investissement précoce de ce qu'on appelle le surmoi parental. Bon, ne vous inquiétez pas, restez assis, c'est pas grave, il ne va rien arriver. Alors, c'est quoi le surmoi? Alors, le surmoi, c'est l'instance qui est en nous, en chacun de nous, en chaque personne, l'instance de jugement. Hein? C'est-à-dire que si, par exemple, vous posez un acte, vous faites quelque chose, et puis qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous-même, dans votre conscience, qui vous dit « Ah, ce que tu as fait là, c'est moche. C'est pas bien. » Eh bien, c'est votre surmoi qui parle. Je dirais le surmoi, c'est la règle, c'est la norme, c'est la conformité à la règle. Et donc, on peut comprendre assez facilement que, par exemple, chez les personnes qui ont ce sentiment de culpabilité, qui souffrent, pourrait-on dire, de ce sentiment de culpabilité exacerbé, ce sentiment de culpabilité, il n'est pas venu tout seul. Ils ne sont pas nés avec, ça ne fait pas partie des gènes, ça ne fait pas partie des chromosomes. Donc, c'est quelque chose qui a été distillé. Qui a été distillé par qui ou par quoi? Mais qui est par, je dirais, les premiers véhicules relationnels dans la vie humaine, les premiers objets d'attachement, hein, comme disent les psys, qui sont d'abord la mère et le père. Et peut-être d'abord aussi la mère, puisque la mère évidemment est présente pour l'enfant avant le père, puisqu'elle porte l'enfant quand même pendant 9 mois, et puis elle l'allaite. Hein, voilà. Et donc c'est peut-être aussi une des raisons. Et donc voilà, souvent chez ces personnes, dans le profil, dans l'histoire personnelle de ces personnes, eh bien souvent il y a, je dirais, la même problématique chez un des deux parents, voire chez les deux parents, et quand c'est chez l'un des deux parents, c'est le plus souvent, ça ne vous surprendra pas, chez qui? Chez la mère.
Hein, c'est un peu comme si par le lait maternel, transfusait, un peu comme dans une transfusion sanguine, hein, transfusait le surmoi maternel. Hein, c'est un peu comme si la mère, déjà à ce moment-là, à une époque où, bien sûr, les mots n'existent pas, l'enfant jusqu'à 1 an n'est pas sensible aux mots, à la parole, mais bon, il y a déjà évidemment il y a des communications, des informations fondamentales qui passent déjà bien avant l'apprentissage du langage et du premier langage, et là, notamment par des attitudes, par des mimiques, par toute une série de choses. Hein, et donc finalement, et c'est la raison pour laquelle on dit toujours, et vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là, c'est qu'au départ de la vie, je dis bien au départ de la vie, nous sommes, vous, moi, tout le monde, nous sommes ce que nos parents ont fait de nous. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes condamnés pour autant à vivre toute notre vie et à tracer nos chemins et nos sillons en fonction du désir de nos parents ou de ce que nos parents ont fait de nous? Heureusement, non, bien entendu. Et on pourrait, d'ailleurs, en poussant un peu plus loin encore, se dire que, finalement, grandir, devenir ado, puis devenir jeune adulte, et puis devenir adulte, hein, grandir, maturer, évoluer dans la vie, eh bien, c'est progressivement se libérer de ce poids-là, hein, et devenir ce que nous sommes vraiment, mais toujours quand même au départ de ce que nos parents ont fait de nous. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui. Voilà. Donc, oui, donc, le sentiment de culpabilité, je vais profiter de l'occasion, si vous me le permettez, pour peut-être aussi vous transmettre quelque chose qui me paraît de plus en plus, qui au fil des années me paraît vraiment fondamental. C'est la différence aussi. Hein. On fait beaucoup de différences aujourd'hui. On a déjà fait différence entre se justifier et expliquer. La différence entre expliquer et comprendre. Ce sont aussi deux mots qui, dans le langage courant, sont souvent confondus. Hein. Ah oui, je comprends. Parce que j'ai une explication, je comprends. Oui, mais en fait, c'est pas pareil. Et ceci est un bon exemple. Par exemple, à la question qui est posée ici de comment comprendre le sentiment de culpabilité, eh bien, si je dois répondre littéralement à ta question, Daniel, et honnêtement, je vais te dire, eh bien, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Pourquoi? Parce que je ne le connais pas. Parce que je ne le vis pas, parce que je ne l'ai jamais vécu. Or, on ne peut comprendre que quelque chose qu'on a vécu soi-même. Donc, ce que je peux faire en tant que psychologue, c'est expliquer. Ça, oui, ça, nous avons des théories, nous avons des modèles qui permettent d'apporter des explications. Mais ce sont des explications. Et d'une manière générale, d'ailleurs, il arrive régulièrement, par exemple, bon, moi je travaille quand même assez souvent avec les journalistes, avec la presse. Par exemple, qu'on me demande une interview sur un phénomène, souvent c'est un phénomène d'actualité, un phénomène de société, un fait divers tragique ou quelque chose de... Hein, voilà. Et bon, on me demande, mais qu'est-ce que le psy peut dire par rapport à ça, hein? Eh bien, ce que je fais, dans certains cas, hein, c'est donner une explication. Dire, ben voilà, ce que dit la théorie, ou telle théorie, ou la recherche, hein, ou les observations que l'on peut faire, c'est cela. Mais parfois, je suis amené à expliquer des choses que, intimement, je ne comprends pas, et même qui me dépassent, qui me laissent sans voix presque. Voilà. Donc, comprendre et expliquer, c'est pas la même chose. Je ferme la parenthèse. Autre chose par rapport à ceci? Bon, alors, le don. Donner, alors oui, donc, métaphoriquement, moi j'aime bien l'image du sac à doudou. Je vous le dis tout de suite en toute modestie, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'y suis pour rien. Encore une fois, c'est une expression qui nous vient de l'analyse transactionnelle.
nous avons parlé tout à l'heure. Je vous dis le mot, comme ça, si un jour vous la rencontrez au coin d'une librairie, ou d'une conférence, ou d'un cours, ben, au moins vous savez que ça existe. Et que, d'ailleurs, le livre que vous avez lu, en fait, hein, soit dit entre parenthèses, l'analyse transactionnelle, vous la connaissez. Hein, parce qu'en fait, le livre ne parle que de ça, sans jamais dire le nom. Le livre que vous avez lu, c'est de l'analyse transactionnelle, clairement. Ce n'est pas tout, mais voilà, c'est ça. Donc, voilà. Vous avez fait de l'analyse transactionnelle sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Donc, voilà, le sac à dos. Alors, effectivement, bon, là aussi, c'est une question de transmission entre les générations. Je veux dire que la capacité de donner, ben, vous pouvez déjà observer autour de vous, hein, encore une fois, nous partons de l'observation quotidienne, du frotti-frotta quotidien que nous avons les uns avec les autres, ben, vous avez déjà observé, que ce soit dans votre famille, parmi vos amis, dans votre entourage, ben, que, quelque part, je veux dire, tout le monde n'est pas égal. Il n'y a pas d'égalité par rapport au volume du sac à dos. Vous savez très bien qu'il y a des gens à qui vous pouvez demander, même éventuellement demander beaucoup de choses. Ben, vous savez aussi qu'à côté de ça, il y a des gens à qui il ne faut pas trop demander. Bon, parce qu'ils ont... Hein, donc c'est quelque chose que l'on peut observer. Alors, d'où ça vient? D'où ça vient, ces volumes différenciés de sac à dos? Ben, écoutez, un homme ou une femme qui a été élevé dans un environnement familial dans lequel les doudous, ça fonctionne pas trop, ça circule pas trop. Ça circule pas trop en quantité, mais surtout, ça ne circule pas trop en qualité. Parce que là aussi, il faut faire une différence. Je veux dire, on peut parler en termes de quantité. Bon, il y a par exemple des gens qui donnent relativement peu, mais quand ils donnent, ça a du poids, ça a de la qualité. Hein. Il y a des gens qui sont très ils sont prolifiques, hein. Ils donnent, ils déversent, même parfois ils noient, hein. Mais quand vous faites le tri, ben, vous voyez que, bon, un peu c'est de la farfouille, hein. C'est pas dire peut-être de la carabistouille nécessairement, mais enfin, parfois ça s'y rapproche quand même. Hein. Donc voilà. Hein. Donc on peut aisément imaginer que, par exemple, un enfant qui a été éduqué dans une famille où on n'a pas l'habitude, où je dirais les caresses, les doudous, c'est-à-dire ce qu'on appelle les caresses positives, hein, ne sont pas tellement à l'ordre du jour. Hein. Avec parfois le contrepoids en caresses négatives, ou par contre les caresses négatives, là, c'est à plein la caisse. Hein. Vous savez, moi je reçois parfois des gens, et vous en connaissez peut-être aussi, qui me disent, vous savez, quand ils parlent de leurs parents, de leur enfance, ils me disent, vous savez, par exemple, moi quand j'étais à l'école, hein, bon, je revenais à l'école, je revenais à la maison avec des points, de très beaux points à tel examen, à telle branche, ça passait, on ne disait rien. Par contre, quand je revenais avec des points énormes, là j'en prenais plein la gueule, voyez-vous. Mais donc, quand je revenais avec un beau résultat, eh ben, c'était normal, ça allait de soi. On ne m'a jamais dit « Ah, chouette, c'est bien, on est fier de toi, t'as performé, t'as tué, t'as... Bon, voilà, tout ce qui peut passer, voyez-vous. Et donc, voilà. Et donc, ça, voilà, ça c'est un exemple, effectivement, de sac à doudous qui est cadenassé. C'est-à-dire, bon, quelque part, tout reste à l'intérieur. Et il n'y a rien qui sort. Bon. Alors, comme tu faisais allusion à, je ne m'en souviens plus, mais à ce passage où j'évoque une psychothérapie, bon, parce que dans la formulation de ta question, tu as bien dit, enfin si je me souviens son nez, hein, tu as parlé de miracle. Hein, comment est-ce qu'on peut faire un tel miracle? Bon, soyons clairs, hein, il n'y a pas de miracle. Moi, pour les miracles, je suis pas compétent. C'est pas mon métier de faire des miracles. Bon, cela étant, ça dépend aussi de ce qu'on entend par miracle. Hein. D'une certaine manière, dans les salles d'opération des hôpitaux, dans les cabinets médicaux, on fait des miracles tous les jours.
Et quelque part, je pourrais dire que moi, dans ma salle de thérapie, je fais des miracles tous les jours aussi. Mais évidemment, ces miracles, je dirais, qu'un M minuscule, et pas miracle au sens de pèlerinage à Lourdes ou de choses comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de miracle. Mais, simplement, ce qui est vrai, c'est que, contrairement à une idée largement répandue, et qui était peut-être la vôtre jusqu'ici, je veux dire, un travail thérapeutique ou un travail analytique, c'est un travail qui peut durer longtemps, avec des marges de durée d'ailleurs fort différentes selon qu'on est en thérapie, selon qu'on travaille avec un psychothérapeute ou selon qu'on travaille avec un psychanalyste. Mais avec un psychanalyste, vous devez savoir que une psychanalyse, on considère qu'après 3 ans, à raison de 2 séances par semaine, tenez-vous bien, ça ne fait que commencer. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer toute la vie. En psychothérapie, on est un peu plus modeste. On est un peu plus modeste. Il y a, grosso modo, 3 grandes familles. Les psychothérapies brèves, les psychothérapies longues, mais longues pas au sens analytique, je dirais qu'une psychothérapie qui dure au-delà de 2 ans, donc 3 ans, 4 ans, c'est considéré comme une thérapie longue. Et puis il y a, je dirais, celle où moi je me situe, plus préférentiellement, c'est au milieu des deux, ce sont les thérapies de durée moyenne. Alors, de durée moyenne, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en règle générale, et sauf exception, bien entendu, dans un sens comme dans l'autre, moi je travaille avec les gens habituellement dans une fourchette de temps, une fourchette temporelle, qui va grosso modo de 4-5 mois à 20, 22, 24 mois. Voilà. Ok, voilà. Donc, je dirais, ça c'est un peu la norme. Maintenant, c'est une fourchette très large. Donc, ça veut dire une moyenne, quelque chose, en moyenne, ça tourne autour de 9-10 mois peut-être. Voilà. Mais bon, c'est une moyenne statistique. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un commence un travail, on ne sait pas d'avance le temps que ça va durer. Mais donc, ça veut dire aussi que, contrairement à une idée répandue, une psychothérapie ne dure pas nécessairement, certainement pas des années, et pas nécessairement non plus des mois, des mois, des mois. Et que, effectivement, parfois, et je dis bien parfois, pas toujours, on peut effectivement réaliser cette forme de miracle, entre guillemets, en quelques séances. En quelques séances, ça veut dire en un mois peut-être, en psychothérapie, la régularité des séances, en principe c'est une séance par semaine, donc 4 séances, c'est un mois. Mais bon, ça reste quand même l'exception.